Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Si vous cherchez du contenu vidéo spécialement dédié aux entrepreneuses et aux entrepreneurs, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Startup, le rendez-vous de la création d'entreprises tous les mercredis à 12h30 en direct et en partenariat avec Madines. Au menu aujourd'hui, on va parler de camping, le camping 2.0. Mais avant cela, je vous propose de célébrer l'échec dans ce talk de ce live Startup. Bonne émission à vous. La Felcon, la conférence sur l'échec, c'est demain toute la journée à Bercy et c'est en avant-première aujourd'hui sur ce plateau, dans cette émission dans laquelle nous recevons celle qui a importé le concept des Felcon en France, Roxane Varza. Salut Roxane. Salut. On le rappelle, vous êtes la responsable des relations avec les startups françaises chez Microsoft. Vous êtes également à l'origine de l'association Girls in Tech et ancienne rédactrice en chef de TechCrunch France, avec un certain Cédric Georgie qui est également sur ce plateau. Bonjour Cédric. Alors également une grande expérience dans l'écosystème. Vous avez travaillé, on le rappelle, chez Sismic, chez Scoopit entre autres, impliqué dans les conférences Le Web. Et vous êtes le cofondateur de Cookening, un site de repas chez l'habitant qui, pour faire simple, c'est un peu le Airbnb des tables d'hôtes. Est-ce qu'on peut le décrire comme ça ? Parce que ce n'est pas le sujet du jour, on va faire simple, donc oui. Voilà. Comme d'habitude, on est en direct jusqu'à 13h, donc allez-y de vos questions, de vos commentaires ou de vos remarques à nos invités du jour. Vous avez la parole. Et dernière chose, pour être tout à fait honnête et franc avec vous également, je tenais à vous préciser que je participais moi aussi à une aventure dans un projet de site de repas chez l'habitant, mais ce ne va pas pour autant je ne veux pas pour autant être impartial dans cette émission et subjectif. Voilà, c'est que cela soit dit. Cédric, justement, vous faites partie des speakers demain de la Felcon. Pourquoi avoir accepté de parler ouvertement d'un échec de la vie de votre startup, alors que ce sont généralement des moments qu'on essaie de ne pas trop divulguer, on essaie de ne pas trop ébruiter? Alors déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se propagent dans l'écosystème. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas trop cacher quoi que ce soit. Donc moi, ce dont je parle demain, c'est le fait que j'ai planté ma levée de fonds. Et donc on voulait lever de l'argent avec Cookening. Surtout qu'on a vraiment planté, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé. On n'a pas transformé la levée en quoi que ce soit. On a finalement décidé de ne pas lever du tout. Et donc je vais expliquer en fait comment on en est arrivé là, les différentes étapes et surtout comment moi j'analyse cet échec. Puisque parler de l'échec, je pense qu'on va en parler, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les étapes qui ont amené à un échec pour que la fois d'après, on évite de se planter. Justement, alors sans dévoiler toute la teneur de votre intervention de demain, c'est quoi l'analyse que vous en faites et qu'est-ce que vous avez appris justement de cet échec? Qu'est-ce que vous en retirez? Alors, déjà, on referait les choses complètement différemment si c'était à refaire ou pour la fois d'après. Le mot-clé sur lequel je vais beaucoup insister demain, c'est le mot timing. Et donc c'est le fait que voilà, il y a un timing de levée, qu'il faut mieux faire que ce que nous on a fait. Donc notre timing était vraiment mal fait. Il y avait soit parce qu'il y avait l'été, soit parce que nous par rapport au projet c'était pas le bon moment, par rapport à nos finances. Enfin vraiment tout le timing global a été mal fait. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'adéquation entre un projet et les investisseurs. Et c'est quelque chose que pour moi on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que on va envoyer son dossier à tout le monde, on va rencontrer plein de gens, mais il y a des gens qui ne servent à rien. Pas que ce n'est pas des bons investisseurs, loin de là, mais qu'en fait, ils n'investissent pas dans ce genre de projet, donc il ne faut pas perdre du temps. Il ne faut pas imaginer qu'on va les faire changer, non. Notamment dans les projets web B2C et des challenges sur tout ce qui est usage. Il y a une adéquation des investisseurs assez complexe à Paris. C'est des bons conseils pour nos internautes qui nous regardent. Alors Roxane, comme je l'ai dit en introduction, c'est vous qui avez introduit en France la Felcon, une conférence qui existe déjà aux États-Unis, un pays que vous connaissez très bien pour y traîner. Comment est-ce que ça vous est venu justement cette idée d'importer ce concept et justement pourquoi est-ce que vous l'avez fait en France? En fait, à l'époque, on se disait il y avait un manque en fait de parler d'échecs dans les conférences. En fait, même les grosses conférences tech qu'on voyait en France, le sujet n'était jamais abordé. Et moi, je suis venue en France pour faire des études et j'ai remarqué que même dans les cours de classe, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était moins… les gens étaient moins à l'aise avec le sujet que ce que j'ai vu aux États-Unis. Donc, on a décidé de lancer la conférence ici. On a fait une première édition chez Microsoft avant d'importer le modèle des États-Unis. On a fait la FailConf, ça s'appelait. C'était entièrement en français. Et j'ai remarqué que même si tout le monde était d'accord qu'il fallait parler de l'échec, personne n'a partagé son
son histoire personnelle. Donc on est allé voir les gens aux États-Unis et importer le même modèle et on oblige les gens, justement, comme Cédric vient de faire, à partager leur histoire et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Alors justement, est-ce que ça a été difficile de trouver des intervenants et de les convaincre de venir parler de leur échec, ce qui n'est pas forcément chose aisée à première abord? Cette année, en fait, c'était beaucoup plus simple que les années précédentes. Je pense que c'est notamment grâce à Fleur Pellerin, en fait, qui a cette année mis l'échec vraiment au cœur de ces sujets. Pour les sponsors, ça a toujours été très, très, très difficile. Il n'y a personne qui a envie de mettre sa marque à côté de la marque Falcon. Mais pour les speakers, c'est vraiment très mélangé. Donc, j'avais cette année quelqu'un qui a refusé. Et ce n'est pas que des Français, hein, ça se voit partout. Il y a des gens qui sont juste mal à l'aise avec le sujet. J'ai un entrepreneur américain très connu. Moi, je pensais qu'il serait complètement d'accord pour venir en France parler de son expérience. Il a dit, non, quand tu fais WinCon, je viens. Hors de question que je fasse cette conférence. Une petite question de Judith. Est-ce que Axelle Lemaire, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la secrétaire d'État au chargé du numérique, si je ne me trompe pas, est-ce qu'elle sera là demain à la Falcon, qui se déroule à Bercy? Oui, on attend toujours la réponse. Ah, c'est le mystère. Alors Roxane, Cédric, j'aimerais vous montrer une vidéo d'une personne que vous connaissez bien. C'est une vidéo qui a été faite par France Digital. On la regarde et on en discute juste après. Moi j'ai eu la chance de participer à 2 aventures où on s'est planté, puisque Goodjet, on s'est planté, Sismic, on s'est planté. J'ai rejoint Sismic tard, mais voilà, donc j'ai vécu des échecs et en fait j'en suis hyper heureux et chanceux, je pense, parce que. Alors Cédric, comme on l'a vu dans cette vidéo, pourquoi est-ce que vous estimez être chanceux justement d'avoir participé à ces projets qui se sont plantés, en l'occurrence Sismic et Goodjet? Alors, parce que pour moi, quand on se plante, on apprend beaucoup plus que quand on réussit. C'est beaucoup plus facile d'identifier ce qui n'a pas marché que ce qui a marché. Moi, j'estime que dans le monde dans lequel on est, il y a la part de chance est hyper importante, qu'on l'accepte ou non. Voilà, il y a de la chance. Et pourquoi telle boîte plutôt qu'une autre, des fois, va cartonner? Parce que c'est on va dire une synchronisation des moments, des personnes, et donc la chance importe. On apprend plus finalement quand moi j'ai extrêmement appris le fait d'avoir planté Goodjet, dont je faisais partie de l'équipe de départ, qui était un réseau social mobile. Ça n'a pas marché. Qui est devenu Scoopit depuis. Alors voilà, et ensuite on a dit qu'est-ce qu'on sait faire? Donc on sait faire de l'agrégation de contenu, on sait mettre des gens ensemble, on sait bien développer des outils, parce que ce n'était pas une plantade technique, c'était une plantade d'adéquation avec le marché. Et donc là, on a lancé un nouveau produit qui s'appelait Scoopit, et qui est maintenant, qui fait que Goodjet a arrêté complètement d'exister. Et Scoopit, en fait, est né des cendres de Goodjet. C'est ça. Et Sismic, c'était une... Donc là, l'échec était dans l'internationalisation, dans le fait qu'en fait, le Sismic n'était pas prêt à s'internationaliser comme on le pensait avec Loïc à l'époque. Et donc, un bureau que j'ai ouvert début d'année, je l'ai fermé la même année. Roxane, on revient justement à la thématique de cette émission. Pourquoi est-ce que c'est si important d'échouer, à votre avis? Justement, comme Cédric vient de dire, je pense que les gens, ils apprennent beaucoup plus de leurs échecs que parfois les réussites. Mais l'objectif, en fait, c'est pas juste de parler des échecs pour parler des échecs, c'est justement d'aider les autres à éviter à faire les mêmes erreurs. Donc, en fait, Cédric, demain, il va parler de ce qu'il a fait, ce qu'il a mal fait pendant sa levée de fonds. Et je pense qu'il y a beaucoup de startups qui vont avoir la même histoire. Donc, ça, c'est le genre de sujet qu'on pourrait voir demain. Aussi, l'histoire de se développer à l'international, c'est un autre sujet qu'on va voir avec des boîtes comme Birchbox, iZettle, Halo. Donc, franchement, je pense que c'est les sujets que chaque startup va essayer de rencontrer à un moment donné. Et là, on va éviter de faire les mêmes erreurs que les autres. C'est ça. Cédric, justement, alors, vous avez parlé justement des échecs des expériences passées chez Goodjet, chez Scoopit. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir, ce qui est paradoxal, c'est de voir que ces deux entrepreneurs, Marc Rougier et Loïc Lemeur, qui ont quand même bien réussi par le passé et après. La question justement, elle est compliquée, mais je vous demande votre avis. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, à votre avis, réussit après? Est-ce que c'est qu'il s'est plus planté que les autres, donc il a beaucoup plus appris? Est-ce qu'il s'est moins planté? Ou est-ce que ses échecs sont moins graves que les autres, parce que tout le monde se plante? Quel est votre avis là-dessus? Le rapport en fait entre échec et succès, est-ce qu'il y en a un? Alors, je vais commencer à répondre. Je pense faut quand même aussi se rendre compte que dans notre monde, à nous, du web, l'échec n'est pas grave sur plein de points. Le premier, c'est parce qu'on est peut-être l'environnement où il y a le plus cette culture du test and learn, soit par projet, soit globalement au niveau entrepreneurial. Donc, malgré le fait qu'il faut encore évangéliser là-dessus, l'écosystème accepte assez bien qu'il y ait des gens qui se plantent. Et puis, à titre personnel pour les entrepreneurs,
l'échec, il n'est pas très grave en termes de finances, en termes de vie personnelle. Quelqu'un qui veut lancer un restaurant, qui fait un prêt auprès de sa banque, donc qui s'endette 200 000 € à titre personnel pour ce projet. L'échec, c'est autre chose, parce que derrière, c'est pas si facile de se relancer. Donc, je pense que c'est une des raisons qui fait que dans notre monde à nous, on rebondit peut-être plus facilement que dans d'autres. Ouais, je suis d'accord avec ce point-là. Et sinon, je veux insister un peu sur le concept de l'agilité. C'est un mot qu'on voit beaucoup dans le milieu des startups. Et je pense, oui, c'est le lean. Et on a développé des méthodologies pour justement être de plus en plus agile. Par exemple, demander tout le temps du feedback, adapter son modèle pour vraiment répondre aux besoins et au feedback qu'on reçoit. Et ça, c'est pour moi la raison pour laquelle les gens, même si vous faites des erreurs, c'est possible de réussir par la suite, si vous êtes vraiment à l'écoute. Cédric, justement, est-ce que quand vous avez lancé Cocooning, après toute cette expérience que vous avez accumulée dans les startups précédentes, est-ce qu'il y a pour donner des conseils aux internautes qui nous regardent, des conseils, des choses que vous avez mis en place suite aux erreurs passées et vous dites je ne referai jamais cette erreur-là et quand je me suis lancé dans Cocooning, directement je fais ça d'une autre façon? Alors j'ai une chose, il y a plein de choses, mais j'en ai une notamment qui me vient en tête. Chez Goodjet, on avait créé une communauté, mais en fait le problème c'est qu'on avait créé c'était la foire, quoi. Il y avait une vingtaine de catégories de personnes qui venaient complètement différentes. Ouais. Donc des gens qui venaient pour des services pratiques et des gens qui venaient pour faire bisous entre utilisateurs. Donc voilà, donc une absence de focus total et qui faisait qu'en termes de... Donc moi j'étais en charge du marketing et de la communication, ce qui faisait que c'était extrêmement dur de donner une direction et un ton à cette communauté. Donc ce qu'on a fait chez Cocooning, c'est de se dire ok, on prend cette direction-là et on la garde. Et on est capable de dire non aussi à des utilisateurs, pour dire ben non, l'angle pour l'instant qu'on donne à une plateforme, c'est plutôt dans cette direction-là et de ne pas chercher à avoir cette auberge espagnole de communauté. Alors on va prendre quelques questions d'internautes. Romain nous dit qu'en France, on se plante, on est pointé du doigt. Alors c'est une problématique qu'on va aborder justement. Est-ce qu'en France, il y a un tabou plus particulier sur l'échec par rapport aux États-Unis, vous qui avez tous les deux connu et qui connaissez très bien le pays? J'ai l'impression que c'est un challenge qui est plus marqué pour les Français, de rebondir par la suite. En effet, les gens ils sont un peu plus marqués, mais je pense justement en parlant plus librement, en vraiment partageant ces échecs, on peut peut-être changer un peu la culture. Cédric, justement, est-ce que le fait, par exemple, de participer à la Falcon et de dire ouvertement, de raconter un échec, est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, paradoxalement, Alors pour la suite? Je pense que j'ai un peu de chance, c'est que ma vie et mon parcours professionnel ne se limite pas à Cocooning. Et donc le fait d'avoir fait des trucs à côté ou de continuer à faire des trucs à côté me rend peut-être un peu plus à l'aise avec le fait de dire je peux partager complètement sur mes aventures-là et c'est pas grave, je vais pas complètement me casser mon branding personnel. On s'en fiche du branding personnel, sauf qu'un entrepreneur, quand il veut rencontrer les gens, c'est son branding personnel d'abord, donc c'est quand même important. C'est ça. Donc dans mon cas, je pense que je suis plutôt chanceux là-dessus, et donc je peux y aller assez ouvertement. À votre arc. Axel Lemaire est avec nous. Bonjour Axel. Un échec peut-il arriver à tout moment ou plus au début de l'aventure? Pour moi, c'est à tout moment. Dans les conférenciers qui participent demain, il y a à peu près à toutes les étapes de la... On a des startups qui vont partager au début de l'histoire avec, je ne sais pas, comment développer son produit, les problèmes entre cofondateurs. Il y a aussi le développement à l'international, il y a le recrutement. Il y a vraiment, je pense que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour des sujets très différents à chaque fois, mais à n'importe quel moment. Alors, dans la suite de la vidéo qu'on vous a montré précédemment, on voit Marc Rougier qui parle de douleur d'arrêter, lui en l'occurrence, le projet sur lequel il avait investi 2 à 3 années de sa vie. On va aborder cette question de la douleur et peut-être aussi de la solitude de l'entrepreneur, qu'il a du mal peut-être des fois à parler d'échec avec son entourage parce qu'il est le seul à comprendre ce qui lui arrive vraiment. Est-ce qu'il y a un effet thérapeutique justement dans les Falcon, le fait d'être entrepreneur et raconter ce que tout le monde vit au quotidien, mais ce que tout le monde ne dit pas forcément au grand jour? Je crois. C'est le feedback que j'ai eu pour l'instant, c'est que les gens, et qui se sentent, Falcon, c'est vraiment un endroit pour partager ce genre de messages. Et les gens qui sont là sont là pour, pas pour critiquer ou pour juger, mais pour apprendre eux-mêmes. Donc je pense justement que c'est un peu vu comme ça. Cédric, même question, alors plutôt du côté entrepreneur, est-ce qu'on arrive à en parler à son entourage? Est-ce que les gens comprennent ceux qui ne sont pas entrepreneurs en l'occurrence Alors, ils ne comprennent pas forcément quels sont les enjeux et surtout quel est l'impact d'un éventuel échec.
Donc c'est plutôt des gens à assurer. Personnellement, j'ai pas eu une pression de mon entourage qui a été négative. La question de la solitude aussi, est-ce que quand voilà, on arrive à trouver des oreilles attentives quand justement on est dans le dur et ce qui arrive à chacun entrepreneur? Alors on a un avantage, je pense, en France par rapport, si on prend l'écosystème qu'on connaît un peu avec Roxane, donc en Californie, en Silicon Valley, nos vies ne tournent pas complètement autour du business. On a des cercles sociaux qui sont beaucoup plus différents et donc on voit des gens qui sont pas dans la tech, donc qui comprennent pas tout mais qui peuvent nous entourer. En Silicon Valley, vous vous plantez, tout autour de vous, vous avez soit des gens qui sont encore plus successful, soit des gens qui veulent pas se planter, donc qui veulent pas rester avec des gens qui se plantent, etc. Donc c'est beaucoup plus dur. Enfin, il y a eu des histoires de suicides aux US que nous, heureusement, à ma connaissance, on n'a pas eu. Enfin, donc, pas à notre connaissance. Pas à ma connaissance. Francis nous pose une question assez drôle. Comment rassurer ses proches quand on intervient à la Falcon? Pas besoin de rassurer. Tout le monde fait des erreurs. C'est ça que je ne comprends pas, justement. Ce genre de questions, ce genre de commentaires. J'ai vu sur Facebook, il y a quelques personnes qui font « Mais qu'est-ce que vous allez faire à la conférence des losers ?» Désolée, mais tout entrepreneur fait des erreurs à un moment donné. Donc, Justement, est-ce que, alors, pour reprendre l'exemple de la Silicon Valley, qu'est-ce qui, à votre avis, explique ce relatif, on va dire, détachement des entrepreneurs avec leur échec? Je pense que les situations sont les mêmes partout, les mêmes erreurs. Voilà. Pour moi, ça vient de l'éducation. Peut-être c'est juste mon avis parce que c'est ça que j'ai vécu en France, mais moi, j'ai étudié aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et en France, je peux dire que le rapport entre prof et élève, c'est très différent. La manière dont on est noté en cours, c'est très différent. C'est-à-dire, on n'est plus dans le rapport paternaliste, entre guillemets. Et en plus, je pense que les gens, ils ont moins, on prend moins de risques en cours à dire n'importe quoi parce qu'on veut avoir la bonne réponse. D'accord. C'est hyper important ce que vient de dire Roxane, c'est ça. Dans tout notre circuit éducatif, on éduque pour que les gens, quand ils lèvent la main, ils aient la bonne réponse. On n'éduque pas à ce qu'ils lèvent la main et prennent un risque pour poser une question ou tenter une réponse. Et c'est fondamental dans après toute notre vision de l'échec, est-ce que je me plante, comment je rebondis derrière. Parce que, pour appuyer aussi sur ça, ça fait chier de se planter, il faut le dire. Il faut combattre l'échec, il faut valoriser la réussite. Mais pour aller vers la réussite, il faut accepter que des fois, ça passe par l'échec. Est-ce que la culture du numérique aussi, elle l'encourage? On a commencé à évoquer le sujet, mais elle n'est pas plus propice aussi à la dédramatisation d'un échec, comme on dit, la culture de l'itération où on peut rebondir plus facilement. Est-ce que ça permet aussi de débrider un peu les mentalités de ce point de vue-là? Est-ce que vous voyez dans le numérique? Oui, je pense que dans le numérique, c'est là où commence l'effet de conférence. Et je pense que les conférences de rebond qui touchent d'autres sujets, en fait, on voit que c'est en train de se développer dans d'autres secteurs. Mais je pense que justement, le numérique, c'est vraiment l'innovation, les nouveaux usages des technologies. Et je pense que c'est aussi les nouvelles mentalités qu'on peut voir aussi. D'accord. Alors Francis, du coup, nous dit, ça me donne envie d'y aller à cette conférence. Donc vous l'avez convaincu, bravo. Dernière petite question justement, est-ce qu'à force de, c'est une des remarques aussi qu'on peut vous faire dans cette conférence de la Falcon, est-ce qu'à force de trop valoriser l'échec, on n'en vient pas à être aussi, moins rigoureux évidemment et de se dire bon c'est pas grave finalement. Enfin, ça c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour valoriser l'échec, on est là pour apprendre de ces échecs. Ça c'est très différent. Et donc je pense que c'est ça plutôt que j'ai envie d'insister plus sur la partie apprendre de ces échecs que valoriser. Cédric? Pas mieux là, pas mieux. Merci à vous en tout cas pour ces belles paroles. Je rappelle la Falcon demain à Bercy, il reste encore des places. Donc si vous voulez, Francis en l'occurrence, venez, on va on va dédramatiser l'échec et apprendre de ses erreurs. Je vous propose maintenant de gamper pour finir cette émission. Je n'ai pas dit camper mais bien gamper. C'est le Money Time de cette émission. Money Time, la rubrique où les entrepreneurs viennent pitcher leur jeune entreprise. Et aujourd'hui, les baroudeurs dont je suis d'ailleurs vont être contents puisqu'on a Gamping, la start-up de Joseph. Bonjour Joseph, qui est sur le plateau. Alors Gamping, c'est le camping avec un G comme garden, jardin. C'est du camping dans le jardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Alors en fait, grosso modo, c'est le Airbnb du camping. Ouais. En fait, l'idée est partie qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui campent dans le monde chaque année. Excuse-moi, désolé. Non, c'est moi. Il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui campent dans le monde chaque année. Et en fait, ces personnes sont obligées de dormir les unes contre les autres dans des terrains de camping impersonnels, payant jusqu'à 50 € la simple nuit.
Donc on est parti du constat qu'il fallait trouver une alternative. Et donc, en rentrant chez moi d'un road trip, je me suis retrouvé enfermé dehors sans mes clés. C'est là où j'ai posé ma tente dans mon jardin. Et donc, c'est là. Voilà, j'ai dormi dans mon jardin. Et c'est là où je me suis dit, finalement, on est pas mal parce qu'on a le Wi-Fi, on a l'eau, on a la sécurité. Et j'aimerais bien proposer ça à des voyageurs de passage dans ma région. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai regardé, à l'époque, on était en 2011, il n'y avait rien qui existait. Ouais. Et donc, petit à petit, j'étais en master entrepreneuriat, j'ai fini mes études. Et donc, j'ai lancé le concept il y a 1 an maintenant. Alors, on va voir justement une copie d'écran, enfin, votre site à l'écran qui va s'afficher. Comment est-ce que ça marche, en fait? On s'inscrit pour proposer son terrain ou en tant que campeur, pardon. C'est ça, voilà. Alors, il y a les autres qui peuvent créer une annonce gratuitement en détaillant, en fait, les disponibilités. Donc les équipements, s'ils offrent des sanitaires, s'ils ont une piscine à disposition, ou s'ils mettent la cuisine, etc. Oui, c'est vraiment du camping à la maison, voilà, c'est pas juste un terrain. C'est ça, en fait ça peut aller du simple terrain, effectivement ça aura moins de succès si c'est un simple terrain, mais effectivement les campeurs recherchent un minimum de confort, c'est-à-dire au moins les sanitaires, et s'il y a une piscine ou un barbecue, c'est toujours mieux. Alors la monétisation, il y a Francis qui nous dit pas mal cette idée, monétisation longue mais plutôt habile. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce type de site? Alors, pour l'instant, on part sur un principe de commission à la Airbnb. Ouais. Effectivement, on mise sur un marché quand même relativement important et qui répond à un nouveau besoin, c'est-à-dire un hébergement à la fois abordable, ouais, sûr et convivial. Abordable, c'est… On est entre 5 et 10 euros par nuit par personne. D'accord. Sachant qu'on est au début et plus ça va aller, plus les autres vont offrir des prestations de qualité, c'est-à-dire ils vont offrir le petit déjeuner, pourquoi pas, ou des prestations complémentaires. La question forcément qu'on pose, vous attaquez le marché du camping en l'occurrence. Qu'est-ce que ça fait d'être un barbare du numérique qui attaque un marché traditionnel? Quelques messages de propriétaires de camping qui n'étaient pas très contents de l'initiative. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que les profils des personnes qui viennent sur la plateforme ne sont pas forcément des campeurs. Il y a une partie qui ont l'habitude de faire du camping et il y a une autre partie qui n'ont jamais campé, qui n'ont pas d'équipement et qui trouvent l'hébergement complètement, qui leur correspond mieux que l'offre typique des campings en fait. Alors, est-ce qu'il y a une limite? J'ai vu, on ne peut pas accueillir, vous avez 20 personnes maximum par terrain? Par nuit et 6 emplacements proposés maximum. D'accord, ça c'est la loi française en fait. D'accord, ok. Au-delà, il faut se déclarer. Cédric, Roxane, qu'est-ce que vous pensez? Alors Cédric, c'est un peu… on est dans la consommation collaborative. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et pourtant je ne connaissais pas avant. Enfin, j'en avais entendu parler un peu via WeShare pour ceux qui s'intéressent à l'économie collaborative. Mais, parce qu'on est dans un truc qui peut paraître de niche, mais qui en fait le nombre, comme tu l'as dit, le nombre de personnes qui font du camping et qui veulent une expérience différente, c'est hyper large. Donc il y a un énorme enjeu d'évangélisation. Moi je le connais. Et tu le connais aussi, sur le repas chez l'habitant, voilà, faut expliquer, il faut donner un exemple. Mais il y a vraiment un beau marché. Et par rapport au camping, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que les campings, toute la partie tente, donc campeur, c'est de plus en plus la partie délaissée. Et qu'en fait, ils se concentrent sur de plus en plus de mobil-homes, de plus en plus de caravanes, etc. Et justement, il y a un conflit entre les campeurs qui sont en caravane ou en tente avec les mobil-homes qui n'ont pas du tout la même mentalité, qui vont faire beaucoup plus de bruit, qui ne vont pas respecter justement les personnes qui sont en tente. D'accord. Roxane, un avis En fait, je trouve ça très intéressant. Enfin, avant de connaître, moi, je me disais que c'était aussi un marché niche, visiblement pas. Et sinon, je trouve ça très intéressant, la question sur vous êtes en train de vous attaquer à un marché classique, entre guillemets, parce que je pense que parfois, c'est quelque chose d'assez naturel, en fait, de mettre tout ça en ligne. Il faut que ça existe quelque part. Ça simplifie la vie aussi des gens qui ont des espaces de camping. Voilà. C'est quoi le plus dur? C'est de convaincre les gens d'accueillir des campeurs chez eux, ou au contraire, c'est de faire venir des personnes dans le terrain des autres? En premier, c'est trouver des hôtes. Effectivement, si on n'a pas d'autres, on n'aura pas de campeurs. Mais... C'est quoi votre stratégie, sans dévoiler de secrets Au début, tout simplement, j'ai appelé les chambres d'hôtes pour savoir si, déjà, ils avaient un jardin et après, s'ils étaient prêts à accueillir, parce que c'est un complément de revenus. Ouais. Et par la suite, en fait, c'est grâce à la presse qui a commencé à parler, à relayer un peu le concept. Il y a eu on est à plus de 250 hôtes maintenant, dans 11 pays. Êtes-vous implanté à l'international, nous demande Adrien, justement? Voilà, oui, ça commence. On a 6 terrains en Espagne, 6 en Belgique, un peu, voilà, ça commence. D'accord. Doucement. Mamadou nous demande, est-ce que vous recrutez? C'est possible, là on commence à rechercher justement à développer l'équipe. Vous êtes deux fondateurs, c'est ça? On est deux fondateurs, oui. D'accord.
Question traditionnelle, est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux Effectivement, on est aussi... Alors, vous avez bien suivi les conseils de Cédric, attention. Voilà. Le timing. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a remporté un prix sur un projet. Donc on a 25 000 euros. On commence justement à intégrer quelques business angels dans l'histoire puisqu'on commence tout juste la création de l'entreprise. Donc voilà, on est au tout début de l'histoire. Vous avez besoin de combien approximativement l'idéal, ce serait d'avoir 50 100 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, merci en tout cas Joseph d'avoir présenté Gamping, une super idée vraiment. Merci Roxane d'avoir participé à cette émission. Cédric, bon vent, hein. J'espère qu'on pourra se tirer la bourre prochainement. Quant à moi, je vous retrouve pas la semaine prochaine, c'est Nicolas qui prendra la relève. Dans 15 jours, on parlera justement de la consommation collaborative à l'approche du WeShare Fest. Mercredi prochain, Startup revient. À bientôt. À la fin,